Bonjour à tous, nous allons reprendre le chapitre 20. Nous étions arrivés dans la vidéo précédente à l'application numéro 11. Alors pour cette application, nous avons en fait trois effets, A, B et C, que nous voulons remettre à l'escompte. Ces trois effets ont forcément ici des échéances différentes. Nous sommes le 12 septembre N. Faites bien attention à la date, c'est très important. Alors, on voit un peu les conditions bancaires. Le taux d'escompte est important, 9,45, avec des commissions d'endo, des frais fixes de manipulation de 1,5 € pour une remise à l'escompte et 1,80 pour une remise à l'encaissement. Faites surtout attention à ça, on en aura besoin après pour ici la question 27. Ensuite, quand on calculera les agios à la question 2, on aura aussi un petit problème parce qu'il y a des montants d'agios minimum. Donc vous voyez ici par exemple on est le 12 septembre, on remet l'escompte donc le 12 septembre avec une échéance le 18 septembre, ça fait vraiment pas beaucoup de jours. Le montant de l'effet est assez faible, donc certainement nous allons trouver 6 € parce qu'il y a un montant minimum. Il y a une différence également entre la durée de remise à l'encaissement et la durée de remise à l'escompte. Enfin, ça veut dire que la banque se prend plus de temps entre une remise à l'encaissement et une remise à l'escompte. Je vous ferai un petit schéma pour bien comprendre par la suite. Donc, première chose à faire, calculer les durées d'escompte. Alors, voilà, durée d'escompte. Donc, le premier effet, c'est ici, le premier effet. Donc, on a 18 jours pour le mois de septembre. Donc, je vais du 30 au 12 septembre. Donc, je fais 30 moins 12, ça me fait 18 jours. Plus 31 jours en octobre, plus 30 jours en novembre, plus les fameux 2 jours de banque, c'est-à-dire que la banque, pour nous mettre l'argent sur le compte, prend 2 jours supplémentaires, ce qui donne 81 jours. Vous appliquez la même technique pour l'effet numéro B, et l'effet C, vous trouvez 96 jours, et pour l'effet C, 10 jours, tout simplement parce qu'on n'a que 6 jours, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est pas assez, la banque prend un minimum de 10 jours. Question suivante, donc c'était de calculer le montant des agios. Donc le premier effet, voilà, on avait 81 jours sur une année de 360, donc multiplié par le taux et le montant initial de l'effet. Je rajoute en fait 1,5, alors les 1,5 correspondaient à, si je me rappelle bien, pourquoi j'ai pas énoncé, les 1,5, voilà, frais de manipulation par effet 1,5, donc je rajoute 1,5. Je fais la même chose pour l'effet B, donc c'est-à-dire le montant de l'effet fois la durée jusqu'à la remise, enfin la durée de remise à l'escompte, ça veut dire qu'ici j'anticipe de 96 jours, multiplié par le taux, divisé par 360, plus 1,5, c'est-à-dire les frais de manipulation de l'effet. Le troisième effet, donc 875 € fois 10 jours, puisqu'il y a une durée minimum, fois le taux divisé par 360, plus 1,5 les frais de manipulation, ce qui donne 3,80. Mais comme je vous l'expliquais un petit peu précédemment, il faut arrondir ici à 6 €. Question suivante. Calculer le taux réel, donc le coût réel de cette remise à l'escompte. Alors, voilà, je vous ai fait un petit schéma qui est quand même beaucoup plus simple. Vous voyez qu'en fait, on aurait dû normalement avoir des échéances au 30 novembre. Ici, je prends par exemple le premier effet, donc j'ai mis l'effet 1, en fait c'est l'effet 1, je vais corriger tout de suite. Donc, je prends le premier effet, on va anticiper de 79 jours, plus les 2 jours de banque, on anticipe de 81 jours. Si jamais on avait attendu une remise à l'escompte, une remise classique, ça veut dire qu'on aurait attendu de porter à la banque les effets le 30 novembre, il aurait fallu rajouter 4 jours, puisqu'il y a une différence entre une remise à l'escompte et une remise à l'encaissement au niveau des dates de valeur. Donc je rajoute 4 jours à mes 79 jours, ce qui donne en fait 83 jours. Donc je répète, aujourd'hui nous sommes le 12 septembre. S'il avait fallu attendre pour cet effet A une remise à l'encaissement, il aurait fallu attendre le 30 novembre plus 4 jours, soit dans 83 jours. Donc finalement aujourd'hui le 12 septembre, on paye 214,13 € d'intérêt d'agio que nous avions calculé précédemment. Voilà. Pour en fait avoir seulement 9 785,87 €.
Voilà. Si jamais j'avais attendu une remise à l'encaissement, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu ces fameux ajouts de 214. J'aurais dû percevoir 10 000, moins les frais de manipulation. Donc là, je me suis trompé, c'est pas 1,5, c'est en fait 1,80. Il y a une différence, parce qu'une remise à l'encaissement coûte plus cher qu'une remise à l'escompte au niveau des frais fixes de manipulation. Voilà, ce qui nous donne 9 998,20. J'applique une équation qu'on a ici. Alors, vous me direz, dans le cours, on a vu une autre formule qui est ici, qu'on a fréquemment utilisée dans la vidéo précédente. Le problème, c'est que pour l'appliquer, il faut que les frais de remise à l'escompte et les frais de remise à l'encaissement soient les mêmes. Ici, on a une différence, donc je suis un petit peu bloqué. Donc, du coup, je me dis, voilà, si j'avais attendu, j'aurais dû percevoir 9 998,20. Voilà, c'est le montant que j'aurais dû percevoir, c'est ici. Montant crédité à l'échéance si l'entreprise n'escompte pas les faits. Donc j'ai retiré forcément les 1,80 de manipulation. C'est égal à quoi? Au montant que j'ai perçu. Donc c'est un peu le capital obtenu ici. Montant perçu, c'est bien 9 785,87. Ou c'est le petit c que vous avez ici, montant net de l'effet. Plus, dessus, les intérêts qui vont courir entre le 12 septembre et le 30 novembre. Donc le montant que j'ai perçu, fois le taux d'intérêt, fois 83 jours, puisque jusqu'à l'encaissement, il aurait fallu attendre 79 jours plus 4 jours, 83 jours, sur 360, et ça me donne 9,40. Donc on n'a plus le même taux, parce qu'on avait en fait à la base 9,45. Donc vous voyez, j'aurais pu prendre l'autre formule, mais je vais être bloqué, tout simplement parce que les frais ne sont pas les mêmes. Vous verrez à l'application numéro 3, qu'on avait faite précédemment. Alors je vais revenir dessus. Application numéro 3. Voilà, celle-ci. Donc je vous remets le corrigé ici. On avait appliqué cette formule-là. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre la formule que je viens d'utiliser ici et vous verrez que ça fonctionne de la même manière. Donc cette formule-là marche partout. Encore plus quand les frais de manipulation ne sont pas les mêmes. D'accord? Vous voyez, ici on a trouvé 8,82. Vous verrez que là, on trouve aussi 8,82. Application numéro 12. Donc ici, on a une société, la société Zamorano, qui va avoir des frais de découvert, tout simplement parce qu'elle est en découvert régulièrement. Si vous regardez au mois de janvier, donc au cours du premier trimestre, au mois de janvier, elle a tout de même connu 4 gros découverts. Vous voyez, 90 000, 145 000, 7 600 et 150 000 euros. Alors, on ne sait pas la durée, parce qu'au mois de janvier, c'est de 90 000 d'une journée, 2 journées, je ne sais pas, c'est pas indiqué. Pareil pour le mois de février, elle a eu plusieurs découverts. Idem pour le mois de mars. Alors, déjà, on peut parler de la commission qu'elle va payer du plus fort découvert. En janvier, elle portera sur 150 000 euros, c'est-à-dire le plus fort découvert. Au mois de février, sur 180 000 euros. Et au mois de mars, sur 230 000 euros. Alors ici, la banque nous communique le TAEG, taux annuel effectif global, c'est-à-dire le taux du découvert qui comporte l'ensemble des frais que va facturer la banque. Alors attention, dans ce mode de calcul qui est indiqué ici, elle prend forcément les intérêts du découvert, la commission de plus fort découvert, mais je vois ici qu'il y a une commission pour frais de tenue de compte, et cette commission-là, il y a certaines règles qui permettent de ne pas la prendre en compte dans le calcul du TAEG. Donc ici, la banque Scalbert Dupont, c'est exactement ce qu'elle fait. Dans son calcul du TAEG, elle ne prend pas en compte ses frais. Elle se base simplement sur le montant des découverts et le montant de la commission du plus fort découvert. Alors, une chose qui est assez bizarre dans cet exercice, vous voyez, le nombre débiteurs, c'est 7 millions. Ça correspond à quoi? Ça correspond aux montants qui sont indiqués ici, multiplié par les jours de découvert. C'est ce qui est indiqué en bas de la page. Montant fois jour de crédit. Donc, on ne sait pas le nombre de jours de crédit, par exemple, pour les 90 000, mais on sait que celui qui a fait l'énoncé a multiplié directement par le nombre de jours. Donc, peut-être 90 000 fois 3, 145 000 fois 1, je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, à la fin, on a trouvé qu'il y avait un nombre débiteur de 7 millions. Alors, première question, effectuez le calcul du TAEG selon les règles de la banque. Alors, je vous montre le corrigé. Donc voilà. Alors déjà on a des intérêts, on a les fameux 7 millions qui correspondent aux différents montants de découvert fois le nombre de jours, multiplié par le taux du découvert. Dans l'énoncé taux du découvert c'est 10%, divisé par 36 000, c'est-à-dire 360 jours fois 100.
pour l'histoire des 10% qui sont ici. Je trouve 1944. À ce montant, je rajoute la commission du plus fort découvert. On a vu tout à l'heure le montant pour chaque mois du plus fort découvert. Je les additionne pour faire un seul calcul, fois le taux du plus fort découvert, ici c'est 0,05% mensuel, donc c'est un taux mensuel, ça tombe bien parce que moi c'est des découvertes mensuelles, divisé par 100, ça fait 280. Voilà, donc je peux additionner les deux pour savoir le montant total, donc en fait j'ai un montant de 2224,44. Ils veulent savoir le taux, maintenant c'est facile à calculer, je sais que j'ai eu pour 7 millions en montant de découvert, donc le nombre de jours de découvert fois les montants, multiplié par le taux que je cherche, divisé par 36 000, donc c'est 360 fois les 10% du taux, est égal aux intérêts que j'ai dû payer, et vous trouvez un taux de 11,44. Donc il comprend à la fois les 10% ici, plus le montant du plus fort découvert, donc le taux relatif au plus fort découvert. Voilà. Question 29, calculez le taux réel du découvert selon vos critères. Alors vos critères forcément ne vont pas être les mêmes, parce que si nous devions faire les mêmes calculs sans avoir eu des cours de finance, on peut dire, déjà moi je partirais sur 365 jours. Vous voyez, donc ici ce sera plus 36 000, mais 36 500. Ensuite, je rajouterai la commission de compte. Alors une commission de compte, je vous ai mis ici un petit peu la définition. La commission de compte est connue dans le langage courant par l'expression frais de tenue de compte. Voilà. Et puis vous voyez ici, je vous ai mis ici en finance, la commission de mouvement est une commission facturée par les banques sur tous les mouvements effectués sur un compte bancaire pour une période donnée. Alors il faut savoir que dans le calcul du TEG, certaines commissions en sont exclues, comme par exemple ces deux commissions. Donc ici, je reviens à la question 29. Je calcule donc la commission relative à ces frais de tenue de compte, donc 380 000 que vous trouvez dans l'énoncé, opération soumise à la commission de compte, multiplié par le taux, c'est pareil, c'était marqué dans l'énoncé, commission de compte 0,02%, voilà, que je divise par 100, je trouve 76 € en plus. Par rapport à la banque Scalbert Duplon, voilà, moi je pense qu'il y a 76 € qu'il faut tenir compte pour calculer ce fameux TEG. Donc j'ajoute ces 76 € au montant que j'avais calculé précédemment, montant des intérêts ici, ce qui fait qu'en réalité, mon découvert me coûte 2300,44. Je repose mon équation, sauf que cette fois-ci je pars de 2300,44, qui est égal au montant fois le nombre de jours de découvert, qu'on a ici, fois le taux que nous cherchons, divisé non pas par 36 000, mais 36 500, comme je vous ai expliqué précédemment. Et forcément, on trouve un taux supérieur. On trouve ici 12%. Donc notre découvert sur ce trimestre nous a coûté du 12%, alors que la banque nous avait indiqué un TAEG de 11,44. Il nous demande de commenter, donc ce qui veut dire qu'en fait le TAEG utilisé par la banque ne correspond pas à la vraie définition de notre propre définition en fait d'un taux global de découvert. Voilà, parce que nous en plus nous avons pris en compte les commissions, les différentes commissions, donc commission de mouvement par exemple, ou les commissions de frais de tenue de compte. Ne serait-il pas préférable d'escompter des effets de commerce? Question 31. Alors, on pourrait le faire, mais le problème des effets de commerce par exemple, c'est qu'on rajoute des jours de banque. Vous voyez ici, quand on calcule des découverts, on prend à la journée près. Si j'ai été à découvert pendant 5 jours, je calculerai sur une base de 5 jours. Alors que lorsqu'on utilise des effets de commerce, on l'a vu à l'exo précédent, il faut rajouter, lorsqu'on fait un escompte par exemple 2 jours, ou un encaissement, 4 jours. Donc cela me coûte en plus. C'est des montants, c'est des intérêts qui vont être calculés sur des jours supplémentaires, alors qu'en fait, c'est des jours qui n'existent pas. Moi, quand j'escompte pour 79 jours comme l'exercice précédent, c'est 79 jours. Or, la banque calculera des intérêts sur 81 jours, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses à prendre en considération, mais il faut aussi penser au nombre de jours qui risquent de jouer en ma défaveur. Application numéro 13, la société Nibali. Cette fois-ci, nous avons un peu plus de chance, puisque cette société a un excédent de trésorerie de 22 000 € pendant une courte durée, du 9 juin au 22 juin. On vous demande un conseil. Le trésorier se demande s'il faut en fait placer cette somme. Donc sur la place, par exemple, en 6 caves monétaires, cela pourrait nous rapporter du 3%. Donc ici, 6 caves monétaires au taux réel annuel de 3%. Ou autre possibilité, plutôt anticiper le paiement d'une facture fournisseur et ainsi obtenir un escompte de règlement de 0,5%.
Alors, première question, quels sont les avantages et les inconvénients d'un placement en SICAV monétaire? Alors, nous avions déjà vu précédemment, je crois que c'était ici, voilà, ce qui étaient en fait des OPCVM, donc qui regroupent deux catégories de titres, les fonds communs de placement et les SICAV. Donc, les SICAV, on a plusieurs catégories. On a des SICAV qui regroupent des actions, des SICAV qui regroupent des obligations et des SICAV qu'on appelle monétaires, tout simplement parce qu'elles contiennent en fait ce qu'on appelle des nœuds CP, donc à moins d'un an. N'oubliez pas, les nœuds CP remplacent les certificats de dépôt et les billets de trésorerie émis par les entreprises. Donc l'entreprise a besoin d'un financement, elle va émettre ce qu'on appelait avant un billet de trésorerie, mais qu'on appelle maintenant un ECP à court terme, et c'est vendu en fait sur le marché monétaire. Donc ça peut composer en fait un produit financier que l'on appelle une SICAV monétaire. Le risque, il est franchement pas très important, puisque comme c'est du court terme, sur une courte période, on prend pas beaucoup de risques par rapport à une faillite d'une entreprise. Autre avantage, c'est que c'est facilement revendable sur le marché financier. Par contre, inconvénient, forcément, vous allez avoir des frais d'entrée et des frais de sortie. Voilà, je vous laisserai lire le corrigé. On va commencer à répondre à la deuxième question. Donc, choisir, la question 26, entre les deux propositions. Je reviens sur ce qui était demandé. Application 13, voilà. Quelle solution faut-il choisir? Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Ben voilà. Si je prends la SICAV et que je place ma SICAV, donc si j'achète une SICAV, donc c'est un placement financier qui va me rapporter du 3% sur 14 jours. J'ai mis sur 365, hein, si vous mettez 360, ce n'est pas très grave. Vous ferez la même chose pour le second calcul que j'ai mis ici. Donc ici, j'ai pris 365 pour avoir un nombre de jours exact, et je trouve que la SICAV va me rapporter du 25,31 €. Problème, c'est que pour pouvoir acquérir cette SICAV, je vais payer des droits d'entrée de 0,1% de la somme placée. Ici, je place 22 000 € fois les 0,1%, bah, ça va me coûter 22 €. Donc, je gagne pas grand-chose, hein. Je gagne 25,31 moins les 22 € de frais d'entrée, je gagne que 3,31 €. Franchement, c'est beaucoup de fatigue pour pas grand-chose. Donc finalement, quel est le taux réel de ce placement? J'ai placé 22 000 € fois le taux que je cherche pendant 14 jours sur 365. Si vous mettez 360, ce n'est pas gênant. On trouve en fait 0,39. Ça rapporte quasiment rien. Mais ça rapporte. Plutôt que de laisser dormir l'argent sur un compte courant, autant le placer. Deuxième possibilité, c'est une remise. C'est pas une remise, c'est que je vais anticiper le paiement de mon fournisseur et ainsi obtenir un escompte de règlement. Donc, je devais à mon fournisseur 19 000 €. Je retire l'escompte sur cette somme. Donc, en fait, je paierai à mon fournisseur uniquement 18 905 €. Voilà. Donc, en fait, j'ai gagné 95 € ici, c'est-à-dire la différence entre 19 000 et 18 905. Donc, quel est le taux que ça m'a réellement rapporté? J'avais 19 000 € fois le taux fois 30 jours, puisque là, j'ai fait un escompte de 30 jours, j'ai anticipé d'un mois sur 365 jours fois 100. Donc je trouve ici 6,08. Donc apparemment, anticiper le placement est beaucoup plus intéressant. Toutefois, il faut quand même, disons que l'escompte est beaucoup plus intéressant. Payer rapidement mon fournisseur me permet de bénéficier d'un escompte, ce qui me permet en fait de gagner de l'argent au taux de 6,08%, alors qu'un placement en SICAV me rapporterait que du 0,39. Mais il faut tout de même faire attention parce que si jamais vous faites un placement en SICAV, vous pouvez récupérer votre argent rapidement. Vous revendez vos SICAV, certes vous perdrez beaucoup en intérêt, vous ne gagnerez pas grand chose, mais de notre côté, vous récupérez votre argent. Imaginez que vous avez d'un seul coup, je sais pas moi, une inondation, il vous faut de l'argent pour payer la réparation, vous récupérez votre argent. Alors que si vous avez anticipé le règlement à l'un de vos fournisseurs, vous l'avez payé, vous lui avez donné l'argent, vous n'allez pas lui téléphoner pour dire au fait, je vous ai payé, mais rendez-moi l'argent, j'en ai besoin. Donc, je dirais que pratiquement le prix de la liquidité, ça a un coût. Le fait d'avoir une SICAV, vous avez placé votre argent, cet argent peut facilement être récupérable.
c'est peut-être plus intéressant de gagner moins, comme c'est le cas ici, que de gagner beaucoup plus en payant rapidement votre fournisseur et en obtenant un escompte, mais finalement l'argent vous ne l'avez plus. Donc après, ça dépend de la personne qui va gérer le compte de trésorerie dans la société. Application 14. Alors c'est un sujet qui n'est pas du tout évident. C'était la troisième partie d'un sujet d'examen de DCG, de finance, tombé je crois il y a 2 ou 3 ans. Alors surtout d'abord il faut bien lire l'énoncé pour comprendre comment fonctionne la société. Donc c'est une société qui fabrique des cuisines équipées, qui les installe chez ses clients. Le commercial, lorsqu'il rencontre un client et que le client est d'accord pour faire monter une cuisine chez lui, il lui demande un acompte par chèque de 20% que vous avez ici. C'est indiqué donc, vous voyez ici, acompte de 20%. Ensuite, entre le moment où la commande est réalisée et le moment où la cuisine sera posée, il se passe toujours 60 jours. Pourquoi? Parce qu'un mois après, le client va recevoir les meubles électroménagers et un mois plus tard, seulement la pose va être réalisée par l'équipe de la société. Une fois que la pose est réalisée, donc ça correspond à peu près à 2 mois par rapport à l'établissement du devis, dans ce cas-là, le client remet un chèque et le chèque va être encaissé. Alors, dans la suite de l'énoncé, c'est marqué que d'autres sociétés, des concurrents, ne sont pas aussi, n'ont pas la même pratique et encaissent parfois le chèque dès la livraison des meubles. Nous, dans cette société-là, on préfère attendre que le client ait sa cuisine de poser chez lui. Alors, éventuellement, ça peut nous arriver si on a un problème de trésorerie, comme c'est indiqué ici, de demander au client si on ne peut pas encaisser le chèque plus tôt. Donc, dès que l'on a déposé les meubles chez lui, l'électroménager, tout ça, puis demander d'encaisser le solde qu'il nous doit, en fait, les 80% qui restent, plus rapidement. Alors, généralement, les clients sont d'accord, vous voyez, à 50%, au maximum qui acceptent. Mais dans ce cas-là, comme le client est super sympa d'accepter de payer plus tôt, de payer dès la réception du matériel et puis du mobilier, plutôt que d'attendre la pose, on lui accorde 9% d'escompte de règlement. Si on n'en a pas assez, vous voyez dans l'énoncé c'est marqué, dans ce cas-là, si on est toujours à découvert au niveau de la trésorerie, éventuellement on demande à notre banque un découvert bancaire. Alors le taux il est faible, attention, c'est un taux mensuel. Ce qui est très bien parce que l'énoncé qui est donné travaille par mois. Alors, on a d'abord le tableau des encaissements que je vais tout de suite essayer de vérifier. Donc ici, je vois que pour le mois de juillet, j'ai fait 1 million de ventes. Donc mes commerciaux ont démarché des clients. J'ai réussi à vendre pour 1 million. Mais comment ce million va-t-il être encaissé? C'est marqué que le client nous verse un acompte de 20%. Donc dès le mois de juillet, nous allons percevoir 20% de ce montant, donc 200 000 euros. Et le solde, donc ici en août, il sera livré. Et ensuite, on posera chez lui en septembre la cuisine. Et c'est à ce moment-là qu'il nous paiera. Donc on sera payé en fait fin septembre des 800 000 euros. Pour le mois d'août, c'est le même tarif. On va démarcher pour 1 200 000 euros de chiffre d'affaires chez nos clients. 20% seront réglés en août. Ensuite, on aura le solde 2 mois plus tard. Et ainsi de suite. Donc ça correspond exactement à ce que je vous expliquais par rapport au mode de règlement de nos clients. Donc ici et ici. Ensuite, je retrouve mon tableau de prévision de trésorerie. On voit par exemple que pour le début juillet, on était dans le positif, il n'y a pas de souci. Voilà, la trésorerie du fin juillet se reportera début août, pas de problème, et ainsi de suite. On voit qu'en septembre, on est à 0, mais qu'ici, on a eu un problème, il a fallu rééquilibrer. Alors, pourquoi il a fallu rééquilibrer? Au départ, on commence avec 44 100, c'est-à-dire le report du mois d'août. Je rajoute les acomptes que j'ai perçus grâce à mes ventes du mois de septembre. Je peux vérifier. En septembre, voilà, c'est juste au-dessus. En septembre, j'ai vendu pour 1 500 000 euros de cuisine. Les clients m'ont fait un acompte de 300 000 que je retrouve effectivement ici dans mes acomptes. Et en dessous, je vois 800 000. C'est quoi ces 800 000 là? C'est marqué paiement du solde. En fait, c'est ici au mois de juillet. J'ai vendu pour 1 million. Et sur ce 1 million, 800 000 seront posés au moment de la pose, c'est-à-dire au mois de septembre. C'est pour ça que je retrouve mes 300 000 d'acompte de septembre et mes 800 000 de pose réalisées en septembre et donc payées par le client. Donc au total, j'en avais pour 1 100 000. En face de ça, j'avais des charges
des décaissements en fait plutôt, parce qu'on parle de trésorerie, donc des décaissements de 1 712 110. Donc on a un gros décalage, 1 712 110 en sortie de trésorerie et en entrée 1 100 000. Donc comment le trésorier a réussi à équilibrer? Dans l'énoncé, c'est clairement indiqué qu'on peut demander aux clients d'anticiper leur règlement de 1 mois de 50%, enfin 50% vont accepter. Donc je regarde, au mois d'octobre, il était prévu une entrée d'argent de 960 000 euros. Donc c'est les clients chez qui on va poser au mois d'octobre pour 960 000 euros. Voilà, ce montant-là, d'ailleurs que vous retrouvez ici, forcément. Sur ce montant-là, je vais demander à percevoir 50% de la somme tout de suite. Donc 50% de 960, ça fait bien 480 000. Donc j'anticipe de 1 mois, comme c'était marqué dans l'énoncé ici, cette possibilité. D'accord? Donc je reçois bien 480 000. Sur ces 480 000, forcément, on leur accorde un escompte de 9%. Donc si je fais 480 000 fois 9%, je trouve 43 200. Mais attention au piège, c'est un taux annuel. Donc comme c'est un taux annuel, je divise par 12 et je trouve 3 600. Donc les clients m'avancent 480 000, mais d'un autre côté, je leur fais un petit cadeau de 3 600. Donc maintenant, je vais additionner. Je vais faire ce que j'avais au départ, 44 100, trésorerie initiale, plus les encaissements normaux de la période, plus 1 100 000, plus 480 000, moins 3 600, égale, je trouve 1 620 500. Donc pour l'instant, je ne trouve pas ce montant-là. Donc je répète, je trouve 1 620 500. Donc j'en ai pas encore assez, puisque vous voyez qu'ici, en décaissement, j'ai 1 712 110. Donc en fait, combien il me manque? Si je fais la différence entre les deux montants, je vais trouver 91 610. Donc comme il me manque toujours un petit peu d'argent, je demande cette fois-ci un découvert bancaire auprès de la banque. Donc un découvert de 91 610. J'additionne à nouveau les montants, 44 100, plus les encaissements normaux de la période, plus les clients qui ont anticipé leur règlement d'un mois, moins les intérêts sur moins les escomptes que je leur accorde. Comme je suis toujours pas à l'équilibre, je rajoute 91 610 et cette fois-ci, je vais trouver après le rééquilibrage une trésorerie de 0. D'accord? Vous voyez ici, on peut le changer. D'accord? Si je change ici, si j'additionne ça plus ça, je une bêtise. Le montant qui est ici correspond en fait à 1 100 000 plus 480 000 moins 3 600 plus 91 000. Si à ce montant ici, je rajoute la trésorerie initiale, vous allez trouver la même chose qu'ici. Donc le montant des encaissements correspond au montant des décaissements, trésorerie 0, que je reporterai au mois d'octobre. Au mois d'octobre, dans l'énoncé, ils avaient commencé à régler le problème. Alors au mois d'octobre, n'oubliez pas, je devais percevoir 960 000 de soldes, donc les clients chez qui j'allais poser les cuisines équipées, mais ces clients-là, il y en a la moitié qui m'ont déjà payé au mois d'octobre, au mois de septembre. Donc comme ils ont payé au mois de septembre, cet argent-là, je vais plus le recevoir au mois d'octobre. Donc je dois retirer 480 000. Je répète, dans les 960 000, 50% des clients ont déjà payé au mois de septembre, donc ils ne paieront plus au mois d'octobre, ils ne vont pas payer deux fois, donc je retire ce montant-là. Pareil ici, dans les décaissements, il faut penser que j'ai 91 610 de découvert, et 91 610 que je multiplie par le taux du découvert par 0,85% mensuel, vous allez trouver 778,68 arrondi à 779. Donc ici, ce sont les intérêts par rapport au découvert du mois de septembre. Intérêts qui seront versés en octobre. Et j'ai eu un découvert au mois de septembre que je vais rembourser en octobre. Donc tout ceci fait que mes décaissements du mois d'octobre vont être supérieurs, une nouvelle fois, à mes encaissements. Donc on vous demande une nouvelle fois d'essayer d'équilibrer. Alors, je reprends l'énoncé. Donc, dans l'énoncé, on a ici pour le mois d'octobre, donc avant qu'on fasse tous nos calculs, nos rééquilibrages, on a bien les encaissements de 1 440 000. Je rajoute le solde que j'ai déjà escompté. Donc là, je retire en fait ce que les clients ne paieront pas.
Donc, il me reste seulement 960 000 d'encaissement pour le mois d'octobre. Donc, ce que je devais percevoir, moins ce que j'ai déjà anticipé. Ensuite, face à ça, j'ai mes décaissements. Vous avez montant c'est des décaissements, plus les intérêts de découvert, plus le remboursement de découvert, ce qui fait que mes décaissements vont augmenter. Donc, je compare le total de mes encaissements, moins les décaissements après rééquilibrage. Il me manque en fait en trésorerie moins 532 479. Donc, il faut que je trouve cette somme-là. Sachant qu'ici, au mois de novembre, nous allons en fait percevoir 1 200 000. Donc, c'est 1 200 000. Je pourrais très bien ici, voilà, demander à les anticiper, à venir les placer ici. Donc, n'oubliez pas, c'est seulement 50%. Donc, si j'anticipe, au maximum, c'est 600 000. Il n'y a pas de problème, puisque ici, nous avons 532 000. Donc, je pourrais aller jusqu'à 600 000, mais ça ne me servirait à rien. Moi, je voudrais connaître le montant dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc, le montant dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est les 532 479. Il vous faut ce montant-là, mais n'oubliez pas que vous allez donner un escompte à vos clients. Donc, en fait, c'est un peu plus. C'est pour ça qu'ici, vous avez la formule qui a été utilisée. Donc, le montant que vous allez avoir besoin maintenant, donc le montant, c'est X, qui est ici. À ce montant-là, vous allez retirer l'escompte que vous accordez à vos clients. Donc, c'est bien du 9% pour un mois, vu que c'est un taux annuel. Donc, en fait, quand on résout l'équation, vous allez trouver qu'il faut que vos clients vous donnent aujourd'hui 536 503. Voilà ce qu'on a marqué ici. Sur ce montant, nous allons calculer forcément l'escompte qui va leur être accordé. On leur accorde 4024 € d'escompte. Donc, ça vient forcément en moins. Voilà, et si vous faites 536 503 moins les 4024, vous allez bien retrouver les 532 qui nous manquaient. Donc, on a ainsi réussi à rééquilibrer le mois d'octobre. D'accord? On a bien montant 0 au départ, plus les 1 440 000, plus les 536, moins les 4024, moins les 480. On retrouve 1 492 479, exactement ce qu'on a besoin en décaissement. Donc, trésorerie finale, 0. Je vais à présent équilibrer le mois de novembre. Tout d'abord, nous savons qu'il y a un montant que nous avons anticipé qui a été versé au mois d'octobre. Donc, pour mémoire, le montant, il est ici. Donc, c'est les fameux 536 000. Donc, si on l'a anticipé au mois d'octobre, forcément, on ne pourra pas le percevoir au mois de novembre. Donc, je devrais le retirer. Donc, au mois de novembre, qu'est-ce que je devais avoir? Les acomptes, les paiements du sol, quand on va installer la cuisine, quand on la pose, je devais percevoir 1 720 000, ce qui était prévu ici. Mais comme 536 503 auraient été anticipés, en fait, je ne percevrai que 1 183 497. Face au montant de mes décaissements qui sont ici, donc ici, on n'a rien à rajouter, hein, il n'y a pas eu de découvert, donc forcément, rien à rajouter. Quand je compare, il me manque en fait 972 690. Donc, ce montant-là, il faut que je le trouve quelque part. Donc, je sais qu'au mois de décembre, mes clients me doivent 1 920 000. Je vais leur demander de m'apporter le maximum. N'oubliez pas, c'est 50%. Donc, si je fais 1 920 000 divisé par 2, je trouve 960. Donc, ils vont m'apporter le maximum. Mais sur ce montant, il faut savoir qu'il y aura encore une fois des escomptes à leur accorder de 9%. Donc, fois 9% et multiplié par 1/12, puisqu'on a un taux annuel, alors ici on travaille en mois, ça nous donne 7200. Donc le 7200, je répète, c'est 960 fois 9% fois 1/12. Donc je devais percevoir 960, je retire 7200. Donc je refais à nouveau le calcul, ce que je devais percevoir, plus ce que j'anticipe des règlements du mois de décembre, moins les frais d'escompte que j'accorde à mes clients, moins le montant qui a été déjà versé au mois d'octobre. Donc maintenant, j'aboutis à 2 136 297 que je vais pouvoir venir comparer avec le montant que nous avons ici, donc le total des décaissements après rééquilibrage. Et il me manque encore, pas de chance, hein, si vous faites la différence entre les deux, 19 890 €. Donc, comme j'ai encore une différence, la différence, ça va être simplement un découvert bancaire. Donc, j'ai un nouveau découvert pour le mois de novembre de 19 890. Maintenant, si vous additionnez le 0 qui est ici, plus 1 720 000,
plus 960, moins 7200, moins 136, plus 19 890, vous allez retrouver le même montant d'encaissement que de décaissement. Donc solde de trésorerie fin de mois, 0, que je pourrais reporter le mois suivant. Pour décembre, maintenant, je vais équilibrer à nouveau. Alors décembre, à la base, on a gagné de l'argent. Donc là, je vais par contre retirer les 960 que j'ai anticipé ici. Forcément, il va falloir venir les reporter au mois de décembre. C'est de l'argent que je devais percevoir ici. D'accord, mois de décembre, que j'ai anticipé en novembre. Donc je ne les percevrai plus au mois de décembre. Donc je les retire ici. Ce qui fait que finalement, je tombe sur 1 560 000. Mais c'est pas trop grave parce que en face, je dois beaucoup moins. Je dois que 1 349 959. Donc finalement, ici, ma trésorerie est équilibrée. J'ai réussi l'exercice. Alors n'oubliez pas qu'ici, il faut tout de même tenir compte du remboursement du découvert. Et sur ce fameux découvert, vous allez avoir des intérêts à verser. Alors je crois que c'était du 0,85 mensuel. On peut le vérifier. 19 890 fois 0,85 divisé par 100. Ça fait 169,065, donc 169. Voilà, et j'ai ainsi réussi à équilibrer la trésorerie de cette société. Nous allons maintenant arriver dans la dernière partie de ce chapitre qui consiste à trouver des placements financiers pour la composition d'un portefeuille d'actions. Donc on s'intéresse en fait ici à un portefeuille d'actions, mais limité à 2 actions. Au DCG, on ne va pas s'intéresser à un portefeuille avec X actions. Ici, on se limite à 2 titres différents. Au DCG, il en serait différent puisqu'on aurait un portefeuille composé d'un certain nombre d'actions différentes. Alors vous avez ici 2 titres, le titre Sharpic et le titre Granadoc. Si on s'intéresse d'abord au titre Sharpic, vous voyez que par rapport à l'échelle, déjà l'échelle est beaucoup plus resserrée que le titre Granadoc. Et ici, on part de à peu près 52-53 pour aller jusqu'à un maximum de 72. Donc, on a une volatilité qui est relativement faible. Le titre ne bouge pas beaucoup sur une année. Enfin, ne bouge pas beaucoup, c'est quand même relatif, car il bouge quand même d'à peu près 20 euros. Si on s'intéresse au titre Granadoc, il a une plus forte volatilité, puisqu'on passe de 50, 55 ici à peu près, à 300, on redescend à 100, je sais pas, 120. Donc le titre, il bouge beaucoup. Donc il a une plus forte volatilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la volatilité va mesurer en fait le risque. Et plus le risque va être important, forcément, plus la rentabilité du titre va être élevée. Alors comment on fait pour mesurer justement cette volatilité? Donc vous avez en fait une formule qui consiste à calculer la variance. Donc le V ici, c'est la variance. Et la formule type, c'est celle-ci. Il y en a une seconde qu'on voit souvent dans les corrections de DCG. Moi, je la trouve un peu plus compliquée. Je préfère ma formule qui est ici. Quoi qu'il arrive, vous trouvez le même montant, quelle que soit la formule utilisée. À partir de cette variance, vous calculez l'écart type, c'est-à-dire la racine de la variance. Et l'écart type va vous donner en fait la mesure du risque. C'est un pourcentage que vous allez obtenir. Alors, vous avez forcément des titres qui sont plus ou moins risqués. Si vous prenez par exemple des actifs sans risque, comme des bons du trésor, il y a une très faible volatilité. Donc, on est pratiquement sûr du remboursement. Donc, en fait, la rentabilité est très faible. Alors que si vous prenez des actions, les actions, il y a une forte volatilité. Il y a un risque donc très important. Donc, du coup, la rentabilité est logiquement plus forte que des bons du trésor. Voilà, je vous ai mis un petit exemple. Donc, toujours par rapport à nos 2 sociétés, donc par rapport à Sharpic et par rapport à Granadoc. Donc, vous retrouvez ici les différents cours qui correspondent en fait aux 2 graphes que vous avez ici. Voilà. Donc, on va calculer maintenant la rentabilité de chaque titre, mesurer la rentabilité de chaque titre. Donc, vous avez ici une formule. Donc, la formule, c'est toujours le cours d'arrivée moins le cours de départ divisé par le cours de départ. C'est possible que de temps en temps, on ait des dividendes, surtout au mois de juin, par exemple. Bon, dans ce cas-là, il faudrait rajouter le montant des dividendes perçus à la formule. Alors, pour le titre Sharpic, donc vous voyez, nous avons aussi les différents cours correspondant aux différents mois. Et à côté, j'ai calculé les variations. Si je veux, par exemple, la variation concernant ici le mois de juillet, je vais faire le mois de juillet, le cours du mois de juillet, 53,80. Donc, c'est le cours d'arrivée, moins le cours de départ, 54,60, divisé par 54,60, c'est-à-dire le cours de départ.
Vous voyez, c'est ce qu'on retrouve ici. Si je veux le mois d'août, donc la rentabilité du mois d'août, je fais la même chose. Cours d'arrivée moins cours de départ, divisé par cours de départ, et vous allez trouver une rentabilité négative. Vous voyez, si vous avez acheté l'action au mois de juillet et que vous la revendez au mois d'août, ben vous avez perdu à peu près du 7%. D'accord? Vous faites comme ça pour chaque année. Donc par exemple, si je veux ici le mois d'avril, j'ai fait 61 moins 56,80 divisé par 56,80, je trouve du 7%. Alors attention, il pourrait y avoir des dividendes. Dans ce cas-là, il faudrait rajouter les dividendes si vous percevez des dividendes à un mois donné. J'ai fait la moyenne de toutes ces rentabilités, puisque ça ce sont des rentabilités mensuelles. D'accord? Donc je fais une rentabilité mensuelle et je trouve ici une moyenne de 2,5%. Ce qui veut dire que mon titre est rentable de 2,5% en moyenne. D'accord? C'est la moyenne de tout ça. Si maintenant je m'intéresse à sa volatilité, c'est-à-dire sur la mesure du risque, je vais calculer ce qu'on appelle la variance. Donc il y a deux techniques, la mienne qui est ici et celle qui est plus dans les corrigés de DCG dans les livres qui est ici. Alors la formule à chaque fois, ça va être RI moins R bar au carré fois PI. PI représente les probabilités. Combien j'ai de chances d'avoir une rentabilité de moins 0,0147, plutôt la malchance ici. En fait, comme il y a 12 mois, j'ai une chance sur 12. Donc ce sera 1/12e. Donc je vais multiplier RI. Donc RI, c'est rentabilité mensuelle qui est de moins 0,0147 moins R bar, c'est-à-dire la moyenne, 0,025. L'ensemble, je vais le mettre au carré et je vais multiplier par 1/12e. Pareil pour le mois d'août. Donc là, ici, je vais faire la rentabilité du mois d'août moins la moyenne générale que je mets au carré et que je multiplie par 1/12e. D'accord? La formule est ici. Donc, je mets des $$ pour bloquer la moyenne. Ensuite, je vais faire la variance. La variance, c'est bien la somme des différentes variances mensuelles. Donc, j'additionne ces différentes variances là et je trouve un montant de 0,0023. Maintenant, si je veux savoir la volatilité qui est associée à ce titre, il me suffit de faire la racine de la variance, donc racine de ce montant-là, et vous allez trouver ici du 0,048. Si je mets en pourcentage, ça veut dire que le titre a une volatilité qui est assez faible, de 4,84. Donc le titre ne rapporte pas beaucoup, mais d'un autre côté, il est peu risqué. Je peux utiliser la seconde formule hein, que je vous donne ici. Donc la formule nous dit qu'il faut faire les RM carrés, ça veut dire les rentabilités mensuelles au carré. Rentabilité ici c'est moins 0,0147, donc je mets ça au carré. J'aurai ce montant-là. Je fais pareil pour tous les mois. Donc par exemple ici, j'ai dû faire 0,0063 au carré pour trouver ce montant-là. Donc j'aurai mes RM carrés. Je vais faire la somme de tous ces montants-là. Je fais ça ici, hein, je fais la somme que je divise par le nombre de possibilités. Ici, on en a 12. Donc, c'est ce que j'ai mis dans la formule, hein, divisé par 12. Moins la moyenne. Donc là, pardon, je fais une bêtise. On va revenir en arrière. Donc, moins la moyenne. Donc, des 18, c'est ici. Donc, la moyenne, c'est bien 0,025 au carré, puisque c'est la formule. Hein. Donc, je répète, c'est bien la somme de tous ces montants-là. Voilà, divisé par n, n c'est 12, puisqu'il y a 12 mois, moins la moyenne que l'on a ici au carré. Et vous retrouvez la même variance. D'accord? Vous avez le détail des calculs ici. Donc on voit bien que la volatilité est assez faible. Si je reprends le graphique, est-ce que je peux vous l'apporter le graphique? Oui. Et bien que sur ce graphique, ça, par rapport à l'échelle, on voit bien que la volatilité est assez faible. D'accord? Mais en parallèle, le titre ne rapporte pas beaucoup. Il a une faible rentabilité. Si je m'intéresse maintenant au second titre, donc le titre Granadoc, donc on retrouve le même type de calcul, le calcul des variances avec la formule que vous voulez. Je trouve ici par contre une rentabilité de 10,04, donc le titre est plus rentable que le titre Sharpic. Par contre, sa volatilité est bien plus importante. Ça correspond à notre graphique. Donc oui, le titre est intéressant, il rapporte, seulement il est beaucoup plus risqué. D'accord? Si j'en reviens à mon cours,
Alors pour le cours, vous voyez bien que je vous ai mis le constat ici, que je viens d'expliquer, et aussi un petit conseil, parce que c'est difficile en fait d'être à la place du gestionnaire de l'entreprise, du trésorier qui s'occupe de l'achat des titres financiers, donc ici soit du titre Granadoc, soit du titre Sharpic. Tout simplement, ça dépend en fait de son aversion pour le risque. A-t-il envie de prendre des risques et d'avoir une forte rentabilité, de prendre le titre Granadoc, ou au contraire, est-il quelqu'un de très prudent, il va uniquement préférer investir sur le titre Sharpic parce qu'il a un faible écart type, donc un faible risque, mais en revanche, il ne rapportera pas beaucoup. Donc cela dépend vraiment de la personne qui gère le portefeuille de titres dans l'entreprise. Application 15, page 37 du poli. Donc on a ici un monsieur qui désire acquérir une action, donc c'est l'action qui s'appelle Milouz. Elle est cotée sur Euronext Growth, donc depuis février 2020, donc il n'y a pas longtemps qu'elle est cotée en bourse. Donc comme elle est cotée depuis très peu, on a ici les cours de cotation. Donc vous voyez, elle a commencé à 18, ensuite 24, 5 parce que le cours s'est effondré, sans doute à cause de la crise liée à la pandémie. Et elle est remontée un petit peu à 11 ici, début mai. Si on regarde le graphique général d'Euronext Growth, vous voyez que ça suit un petit peu. Le cours en bourse semble avoir augmenté au début. Après, il y a un gros crack ici au mois de mars, mi-mars, voilà, et ça remonte petit à petit. Donc, on nous demande en fait maintenant de calculer la rentabilité moyenne de ce titre. Donc, il n'y a pas longtemps qu'il est coté, donc sur quelques mois. De calculer ensuite sa variance, son écart type, c'est-à-dire sa volatilité, son risque. D'accord? Donc, on a les deux questions qui sont ici. Si je regarde le corrigé, application 15, donc voilà. Donc, je calcule bien la variation. Donc, la variation ici, ça correspond bien. C'est-à-dire, quand je dis variation, en fait, c'est la rentabilité que je cherche. Donc, rentabilité entre le 1er mars et le 1er février. Donc, entre les deux, vous voyez que ça a augmenté de 33%. Donc, j'ai fait 24 moins 18 divisé par 18 pour trouver ce montant-là. Ensuite, pareil, pour le mois d'avril, 5 moins 24 divisé par 24, ça fait moins 79%. Sacré claque, l'action s'est prise en bourse. Voilà. Ensuite, on passe de 5 à 11, donc ça a augmenté de 120%. Voilà, ce qui est énorme. Ce qui nous fait une moyenne de rentabilité de 24%. Ce qui est pas mal. D'accord? Donc, à première vue, ce titre est très rentable. Maintenant, est-ce qu'il est risqué? Est-ce qu'il a une forte volatilité? Déjà, rien qu'à voir les chiffres ici, ça me fait peur. Donc, je calcule la variance. Donc, la variance, n'oubliez pas la formule. Pour trouver le montant qui est ici, j'applique ma formule, c'est-à-dire RI, ce montant qui est ici. Donc, la rentabilité du mois de mars, moins R bar, donc c'est la moyenne, 0,2472. Le tout au carré, que je multiplie par les probabilités. En fait, ici, j'ai bien une chance sur 3 que ça arrive. Donc, je multiplie par 1, je divise par 3. Pour calculer ma variance, je fais l'addition de ces 3 montants. Je trouve une variance de 0,66. Je peux faire la même démarche avec l'autre formule, c'est-à-dire RM carré, c'est 0,33 au carré. Je trouve ce montant-là. Je fais pareil pour ici, J'additionne. Donc là, pour le calcul de la variance, je vais faire l'ensemble de ces montants, l'addition ici, divisé par 3, puisque j'ai une chance sur 3, moins RM carré, renta moyenne au carré, donc moins 0,24 au carré, et vous trouvez la même variance. La variance, ensuite, j'en déduis l'écart type, donc c'est la racine de la variance, je trouve 0,81, ce qui veut dire que le titre a une volatilité de 81%. C'est énorme, le titre ne fait que monter et descendre, c'est vraiment, vraiment dangereux. Donc il rapporte certes beaucoup, mais il est dangereux. Donc, je vous ai mis ici en fait les formules par rapport au travail que j'ai fait sur Excel. Donc on vous demandait à la question suivante, qu'est-ce qu'on pense en fait de l'évolution du titre. Le titre suit un peu l'évolution générale. Vous avez bien vu que tout à l'heure, Euronext Growth avait chuté, puis remonté. C'est ce qui se passe exactement pour mon titre. Voilà, donc il possède une forte rentabilité, mais c'est un titre risqué. Nous sommes maintenant arrivés en bas de la page 38, c'est-à-dire savoir calculer la volatilité de la rentabilité d'un portefeuille de titres plus la diversification. Alors, légère modification par rapport à tout ce que nous avons vu précédemment. Ici, on ne s'intéresse pas à une action précisément, mais à un portefeuille, c'est-à-dire
un portefeuille composé de plusieurs titres. C'est ce qu'on appelle de la diversification. Alors, quel est l'objectif de se diversifier? Le but, vous voyez, c'est que quand on a des titres de secteurs, par exemple, différents, plus on aura de titres de secteurs différents, plus le risque lié au portefeuille va diminuer. Vous voyez, ici, si on a par exemple qu'une action de chez Carrefour, si Carrefour a des gros problèmes, on aura forcément un gros risque. Par contre, si vous avez des titres de chez Carrefour, des titres de chez LVMH, de chez Lafarge, des titres de sociétés dans l'électricité, de titres dans le pétrole, vraiment diversifiés, logiquement, sauf s'il y a une crise systémique, votre portefeuille ne sera pas fortement touché. D'accord? Donc, plus vous avez des titres de secteurs différents, d'activités différentes, forcément, plus le risque va diminuer. L'objectif, c'est d'avoir au minimum, on va dire, 30 titres de secteurs différents pour que le risque soit quasiment nul. Alors attention, le risque ne peut pas être totalement nul. N'oubliez pas qu'il y a le risque spécifique, c'est-à-dire le risque lié aux actions. Donc celui-là, on peut lutter contre. N'oubliez pas, c'est très important. Le risque spécifique, donc le risque lié à chaque action, on peut lutter contre. Il suffit simplement d'acheter des actions de secteurs différents. On peut le réduire pratiquement à zéro. Mais il y a toujours un risque. Vous voyez, on n'est pas revenu totalement à zéro. Cette partie-là correspond au risque systématique. C'est le risque lié au système. On ne peut rien faire. Là, on a vraiment un exemple typique avec la crise liée au Covid-19. Toutes les entreprises, ou presque, ont été touchées. Donc, même si votre portefeuille est parfaitement diversifié, rien n'empêche que votre rentabilité s'est carrément cassé la figure parce que là, c'est le système qui a craqué. D'accord? Donc, le risque spécifique, on peut lutter contre. Il suffit de se diversifier. Alors que le risque systématique, lié au système, on ne peut pas. Donc, le risque qui doit être rémunéré, c'est le risque systématique. Simplement parce que vous prenez un risque en allant en bourse. Donc, le risque systématique, c'est le risque d'oser aller en bourse. Si le système craque, tant pis pour vous. Alors que le risque spécifique, on ne va pas vous rémunérer pour, simplement parce que vous prenez pas de risque si vous arrivez à faire un portefeuille parfaitement diversifié. Alors, on a une application. Ici, l'application 16. Donc, c'est toujours Monsieur Charpak qui désire créer cette fois-ci un portefeuille de titres. Donc, on a le premier portefeuille. On a Bourbon, CGC, Chevron, Diet Westel, Flexim Belgium, Fugro, Marathon Oil. Alors, vous voyez, tout ça, c'est du pétrole. Esso, c'est tout des titres Total, des titres liés au pétrole. Donc, même, il a acheté en quantité, c'est vrai, suffisante de chaque titre. Vous voyez, il y en a 48, 17, 29, 37. Donc, il n'a pas un titre qui domine par rapport aux autres. On pourrait croire que son portefeuille est parfaitement diversifié. En fait, il ne l'est pas du tout. Il n'a que des titres liés au pétrole. Si le pétrole se casse la figure, comme ça a été le cas dernièrement, c'est son portefeuille, sa rentabilité va aussi fortement être impactée. Je prends le second portefeuille. Alors, c'est déjà un petit peu mieux parce qu'il a des titres liés au pétrole, liés à la recherche, ici à des sciences, liés à la grande distribution. Donc, il est bien diversifié. Il a pris des titres en quantité à peu près, même la même chose, 180 titres de chaque société. Alors, le problème, c'est que j'ai dit qu'il fallait au moins prendre 30 titres différents. Là, il en a pris 3. Donc, oui, il est diversifié, mais pas vraiment. Si la grande distribution est touchée, peut-être que Carrefour sera plus touché que les autres, je sais pas. Au total, elle sera plus touchée que l'entreprise du pétrole. Il aurait fallu se diversifier et prendre d'autres actions. Peut-être moins d'actions de Carrefour, Total et ABC Sciences, mais se diversifier davantage. Donc, c'est pas le meilleur des portefeuilles. On passe au portefeuille numéro 4, parce que celui-là m'a l'air intéressant. Vous voyez, Bourbon Coop, là, on est dans le pétrole, l'air liquide, c'est du gaz. Ensuite, vous avez du recyclage, du téléphone, des travaux publics, du ciment, de l'équipementier automobile, des Michelin, des pneus, des voitures, de la bière, des glaces. Jean-Claude Decaux, c'est tout ce qui est panneaux publicitaires dans les abribus. Pernod Ricard, Boiron, c'est l'homéopathie, des banques. Carrefour, TF1, donc ce portefeuille-là, franchement, il est génial. Le portefeuille 4, il est parfaitement diversifié. À une exception près, c'est qu'il a trop misé sur Peugeot. Vous voyez, il a 9 titres de chaque société, c'est bien. Moi, il y a plein de sociétés qui dominent les autres, mais il y a quand même un problème, c'est qu'il a tout misé sur Peugeot. Donc, le portefeuille, en fait, n'est pas si bon que ça. Si Peugeot se casse la figure, le portefeuille va fortement le ressentir. Si je prends le portefeuille numéro 3, donc en fait c'était le bon portefeuille à choisir, celui-là en revanche, il est parfaitement équilibré, on a des titres de différents secteurs, cette fois-ci Peugeot ne domine pas,
On n'a pas exactement le même nombre de titres partout, mais ça c'est pas un gros problème tant qu'il n'y a pas vraiment un titre qui domine largement. On a ici 42 pour Michelin, mais c'est pas encore énorme par rapport aux autres. Vous voyez, on est bien diversifié. Donc logiquement, le meilleur portefeuille, si on va conseiller Monsieur John Charpak, c'est le portefeuille numéro 3, parce qu'il a des titres de différents secteurs, dans des quantités qui sont quand même assez proches. Voilà. Application numéro 17. Alors, Monsieur Charpak, cette fois-ci, a choisi le portefeuille numéro 3, mais il hésite avec un autre portefeuille, le portefeuille numéro 5. Alors, le portefeuille numéro 5, il n'y a qu'un seul titre, c'est le titre Granadoc, que l'on a déjà étudié précédemment, rentabilité de 10,04, mais par contre, il a une forte volatilité. Rappelez-vous du graphe qu'on a étudié tout à l'heure. Alors, si je compare déjà les deux, je m'aperçois qu'en fait, la diversification, vous voyez, permet à ce que le risque soit plus bas. Donc, la diversification permet en fait de faire baisser le risque général du portefeuille. La rentabilité est relativement bonne et le risque est faible. Donc, on vous demande ici quelle conclusion peut-on établir et je vous demanderai de retenir l'intérêt de la diversification. Alors, l'intérêt de la diversification en finance est de réduire le risque sans dégrader la rentabilité ou améliorer la rentabilité en maintenant le même niveau de risque. Alors maintenant, nous allons rechercher à l'intérieur d'un portefeuille que nous avons composé si les titres ont une relation les uns avec les autres, ce qu'on appelle avoir une corrélation, avoir un lien. Par exemple, si j'achète, je crée un portefeuille de 2 titres avec des titres Total et des titres Esso, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait une forte corrélation et en plus une corrélation positive. Si Esso augmente, il n'y a pas de raison que Total n'augmente pas, ça veut dire que le secteur se porte bien. En revanche, on pourra aussi avoir des titres, par exemple Esso et Michelin. Donc à première vue, c'est pas directement lié, sauf que si le pétrole est lié aux voitures, le pétrole est lié aux pneus, donc ça va être lié, il peut avoir une corrélation positive. On pourrait aussi avoir entre les différents titres une corrélation négative. Ça veut dire que quand un titre augmente, l'autre diminue. Ou alors, on pourrait avoir une absence de corrélation. Ça veut dire que les titres évoluent indépendamment les uns des autres. Alors, c'est très important de calculer le coefficient de corrélation entre 2 titres, tout simplement parce que ça nous permettra ensuite de calculer la variance de notre portefeuille et donc le risque lié à l'ensemble du portefeuille à travers le calcul de l'écart type. Donc, pour calculer ces différents coefficients de corrélation, nous avons une formule que nous avons ici, coef de corrélation entre 2 titres. Alors, on pourrait le calculer avec un portefeuille constitué de X titres, de 5, 10, 15, 20 titres. Seulement, c'était beaucoup plus compliqué. On réserve ça plus pour le DSCG. Donc, la formule, c'est la covariance du titre A avec le titre B. Vous avez ici la formule. On l'appliquera à travers un exercice juste après. Divisé par l'écart type du titre A multiplié par l'écart type du titre B. Une fois que j'ai trouvé mon coefficient de corrélation, je vais savoir en fait si les titres sont reliés entre eux positivement ou négativement, ou si au contraire ils sont totalement indépendants l'un de l'autre. Une fois que j'aurai trouvé mon coefficient de corrélation, je vais chercher la formule me permettant de calculer la variance, c'est-à-dire l'écart type. Nous avons ici une formule, enfin c'est plutôt 2 formules que nous avons ici qui permettent d'obtenir le même résultat ou alors une autre formule. Alors quelle formule utiliser? Ça dépend du coefficient de corrélation que vous avez trouvé. Si vos titres sont corrélés, que ce soit positivement ou négativement, ça veut dire qu'ils sont compris ici, donc entre moins 1 et moins 0,5 en résultat de votre coef de corrélation, ou si votre coef de corrélation est compris entre 0,5 et 1, vos titres sont considérés comme corrélés, ça veut dire qu'ils évoluent dans le même sens. Dans ce cas-là, j'utiliserai cette formule-là ou celle-là sur les données que vous avez dans l'énoncé. Ou alors, si les titres ne sont pas corrélés, dans ce cas-là, j'utiliserai la seconde formule qui est ici, qui me permettra de calculer la variance du portefeuille, comme ici. Et à partir de la variance du portefeuille, donc composé ici de 2 titres, je pourrai calculer l'écart type. On peut également vous demander de calculer la rentabilité d'un portefeuille. C'est facile, ça va être la rentabilité du titre A multiplié par la pondération dans le portefeuille du titre A. Si vous avez 50% du titre A, donc 50% fois
la renta du titre A, plus 50% de titre B fois la renta du titre B. Voilà, donc ici on a une petite application, donc c'est toujours la société Grenadoc, enfin les titres Grenadoc et les titres Sharpic. Donc je repris un petit peu ce qu'on avait fait avant dans l'exercice. On retrouve bien ici notre rentabilité qui est assez faible pour le titre Sharpic et pour le titre Grenadoc, une rentabilité beaucoup plus importante, mais également une volatilité, un risque beaucoup plus fort si on compare avec le titre Sharpic. Donc je me suis constitué un portefeuille de ces deux titres et je vais ici calculer la covariance pour savoir comment ils évoluent ensemble quand on les met dans le portefeuille. Donc la covariance, c'est vraiment pas compliqué, hein. Vous prenez la variation, c'est la rentabilité du titre Sharpic, voilà, moins sa moyenne, que je multiplie par la rentabilité du titre Grenadoc, moins sa moyenne, pardon, c'est ici, donc ça, moins ça, voilà, c'est ce que j'ai fait ici, multiplié par les probabilités, encore une fois, on a une chance sur 12, donc fois 1/12, et j'obtiendrai ici la covariance pour ce mois de juillet. Je fais la même chose pour le mois d'août, donc je vais faire ici le moins 0,0678 moins 0,0250, multiplié par 0,1522 moins 0,1, voilà, multiplié par la probabilité que ça arrive. Ici, on a bien une chance sur 12. Voilà, je fais ça pour chaque ligne et vous allez obtenir, quand on fait la somme, votre covariance. Puisque la covariance, je rappelle, c'est la somme. D'accord? Donc, on trouve bien la somme des probabilités de la rentabilité du titre moins la moyenne, multiplié par la rentabilité de l'autre titre moins sa moyenne. C'est exactement ce que j'ai appliqué comme formule. Maintenant, je connais la covariance. Je vais maintenant calculer le coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation, c'est bien la covariance que nous venons de trouver, voilà, juste ici, divisé par les deux écart-types que je multiplie. Donc, l'écart-type du titre Sharpic, nous l'avions ici. Ici, celui de Grenadoc, il est ici. Voilà, donc je trouve un coefficient de moins 0,39802. Je regarde à quoi ça correspond. Voilà, je suis ici. Ça veut dire que je suis sur deux titres qui sont non corrélés. Ça veut dire qu'ils évolueront tous les deux totalement indépendamment, de façon aléatoire. Peut-être qu'un jour, quand l'un augmente, l'autre aussi, ou diminuera, mais il n'y a aucune, sur le long terme, il n'y a aucune relation entre les deux titres. Notez bien, sur le long terme, c'est possible qu'exceptionnellement, les deux titres évoluent en sens soit contraire, soit dans le même sens, mais c'est totalement, sont totalement indépendants l'un de l'autre. Ils ont une évolution totalement aléatoire. C'est un peu le loto, vous tirez deux boules, on ne sait pas lequel que vous aurez la séparer. On ne sait pas comment ils vont évoluer l'un par rapport à l'autre. Donc, comme ils sont non corrélés, puisque je suis ici avec mon moins 0,39, je vais devoir appliquer cette formule ici. Alors, si vous regardez dans les manuels scolaires, ils vous mettent généralement cette formule-là, quand ils vous la mettent, parce que des fois, on vous donne carrément la réponse sans vous expliquer comment on a fait pour trouver le résultat de la variance du portefeuille. Alors, je pense que si ça tombait à l'examen, on vous donnerait des titres qui sont non corrélés, alors que dans la réalité, vous pensez bien que beaucoup de titres sont corrélés les uns avec les autres. Beaucoup de titres sont liés les uns aux autres. Donc ici, on va prendre cette formule ici pour calculer donc la variance du portefeuille. Voilà. Donc ici, dans le corrigé, voilà, vous avez d'ailleurs mis comment j'ai fait pour résoudre le problème. Alors, on imagine maintenant, donc ici, en calculant le coefficient de corrélation, j'ai trouvé moins 0,39, donc ça veut dire que je prends la deuxième formule. On vous demande, avant de calculer la variance, de venir calculer la rentabilité du portefeuille en imaginant que j'ai 40% de titres Sharpic et 60% de titres Grenadoc. Donc, je prends ma formule, 40% de titres Sharpic avec une rentabilité de 2,5, plus 60% de titres Grenadoc qui me rapportent beaucoup plus, 10,04, c'est les données qu'on avait trouvées ici et ici, ce qui me fait une moyenne de 7,24. Maintenant, je continue mon calcul de variance. Donc, j'applique la deuxième formule comme je vous ai montré. Le A, c'est la pondération du titre A dans mon portefeuille. J'ai bien 40% de titre A, donc 0,40 au carré, multiplié par la variance de mon titre A qu'on avait calculé tout à l'heure.
plus 60% de titre B au carré, multiplié par la variance de mon titre B qu'on avait calculé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si je peux vous les retrouver. On avait calculé ça tout à l'heure. Ce qui va nous donner ici une variance du portefeuille de 0,0521. Si je fais la racine de cette variance afin d'obtenir l'écart type, j'applique ma formule, je vais trouver un écart type de 22,82. Cela signifie que mon portefeuille a une rentabilité de 7,024, donc c'est la rentabilité des deux titres, j'ai fait la moyenne, et une volatilité, un risque de 22,82. Vous voyez ici, je ne parle plus d'un seul titre, mais d'un portefeuille composé ici de deux titres dans des proportions différentes. Application numéro 18, page 42. Nous avons ici vraiment un cas typique avec un portefeuille composé de deux titres dont nous avons tous les deux 50%. D'accord? Donc on a exactement la même quantité de titre A que de titre B. Donc sur deux actions, dont la rentabilité est de 8% pour les deux actions, et le risque en fait est également de 18% pour les deux. Vous voyez, donc le risque est similaire, quelle que soit l'action, et elles ont la même rentabilité. Première question, calculer la rentabilité alors du portefeuille. Donc le portefeuille a deux actions. La première rapporte du 0,8 et j'en ai 50%. Donc 50% fois 0,8 plus 50% de titre B fois 0,8, vous allez trouver en fait une rentabilité, et c'est fort logique, de 0,8. Donc les titres individuellement nous rapportent du 0,8%, enfin du 8%, pardon, mais quand on les met dans le portefeuille, ils rapportent encore du 8%, ce qui paraît logique. On nous demande ensuite de calculer le risque de ce portefeuille. Alors, première chose qu'on pourrait se dire, le risque est de 18% pour les deux, logiquement, je devrais trouver 18%. Et pas du tout. Nous allons voir qu'en fait, quand on fait le calcul, on trouve un résultat différent. Voilà, donc là je répète un petit peu, un calcul de la rentabilité du portefeuille, j'ai appliqué la formule qu'on a vue précédemment, on trouve 8%, donc ça ne bouge pas. Maintenant je vais calculer le risque de ce portefeuille, donc on nous dit que les titres ne sont pas corrélés, comme c'est généralement le cas quand c'est au DCG, afin d'avoir une formule assez facile à appliquer. Donc A carré c'est quoi? C'est 50% de titre A dans mon portefeuille que j'élève au carré, fois l'écart type, fois la variance du titre A, mais je ne connais pas la variance, on ne nous la donne pas. Par contre, dans l'énoncé, on vous donne l'écart type, qui est de 18%. Or, vous savez très bien que la variance, c'est quoi? C'est l'écart type au carré, puisque l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, il me suffit simplement de mettre ici l'écart type au carré, et vous allez retrouver la variance. Donc, plus pour le titre B, donc 50% de titre B dans mon portefeuille, que j'élève au carré, donc c'est le petit b qui est ici, multiplié par la variance du titre B, donc sa variance c'est bien son écart type au carré, voilà, et vous trouvez, ça c'est bizarre, 16,20. Alors, quand on a deux titres séparément, ils rapportent du 8%, mis dans un portefeuille, ils rapportent encore du 10%. En revanche, ces deux titres-là pris individuellement ont une volatilité de 18%. En revanche, quand on va les associer dans un portefeuille, leur risque va diminuer et passer à 16,20. Donc, conclusion, et oui, c'est magique. Deux actions qui ont la même rentabilité et le même niveau de risque, mis dans un portefeuille commun, auront la même rentabilité que séparées, mais ils feront baisser le risque. D'accord? Donc, c'est vraiment l'avantage de se constituer un portefeuille de titres. Cela permet de diminuer le risque, de le diversifier. Et n'oubliez pas que plus il y aura de titres différents dans ce portefeuille, plus le risque ici va baisser. Imaginez qu'on ait trois titres avec exactement les mêmes caractéristiques que le titre A, B, et que le titre C donc est aussi une rentabilité de 8% et un risque de 18%, et son écart type du portefeuille, l'écart du portefeuille aurait peut-être passé à 15%. Voilà, je pense que vous avez bien compris l'intérêt de la diversification dans un portefeuille. Cela permet de faire diminuer le risque.
Alors, on a d'autres actifs, je vous avais parlé de l'actif sans risque, par exemple. L'actif sans risque, c'est par exemple des titres d'État, des titres des OAT, obligations assimilables au trésor. On a aussi des titres risqués. Alors, attention aussi, une petite correction. Les actifs risqués ont une rentabilité supérieure. Les actions rapportent bien plus que des OAT d'État, des actifs sans risque. Donc, c'est un petit peu logique qu'une action rapporte plus. D'où la formule. Quelle est la rentabilité d'un titre risqué? C'est d'abord le taux de rentabilité de l'actif sans risque plus une prime de risque. Vous avez eu le courage d'aller en bourse, d'aller jouer sur des titres qui sont risqués, donc vous devez être rémunéré bien au-delà du taux de l'actif sans risque.